Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur React, on va essayer de comprendre un peu l'architecture React et sa philosophie. Et on va, dans cette vidéo, comprendre les composants et réussir à créer son premier composant React à travers un cours un peu théorique, mais qui est important pour la suite, et un petit moment en pratique pour essayer de le faire en même temps que moi. C'est parti! L'architecture React, c'est quoi? Alors React, c'est déjà du JavaScript. C'est un framework JS, et un framework, en fait, c'est un ensemble de règles que les développeurs respectent pour avoir une sorte de cohérence au niveau de leur code. Donc il n'y a rien d'inventé, c'est juste une façon de faire ensemble sur un projet et qui permet d'utiliser des outils qui améliorent la productivité. React ne va pas révolutionner le JavaScript, il ne va rien ajouter au JavaScript, mais il va développer des outils qui vont rendre la création d'applications beaucoup plus performante et beaucoup plus optimisée au niveau du code. Il est évident que si on s'affranchit de React, on est capable de faire exactement la même chose avec JavaScript, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que Firefox, le navigateur, lui, il ne connaît que JavaScript, qu'on appelle Vanilla. C'est-à-dire qu'il ne sait exécuter que ça. JavaScript, ça va être donc les bases de l'algo, les if, les self, les for, les foris, le switch, toute la syntaxe JavaScript va être utilisée dans React. Il est bien nécessaire de comprendre les bases de JavaScript avant que de faire du React, puisque React, c'est du JavaScript. Du coup, je vous invite à revoir la playlist sur le JavaScript et la découverte des bases de JavaScript, parce que c'est très important. Il faut savoir ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'un tableau, ce que c'est qu'une boucle. Mais c'est pas tout, il faut savoir comment fonctionne l'event loop, les événements, la gestion d'événements, les callbacks, tout ce qui est propre au JavaScript doit être maîtrisé sur le bout des doigts pour pouvoir faire du React. Sinon, ça va vite devenir compliqué, mais toujours est-il qu'on peut quand même s'en sortir. Donc React, c'est une surcouche, c'est au-dessus. Elle apporte des fonctionnalités utiles, ce qu'on va appeler des hooks. Elle apporte un état, un rendu, mais attention, ce n'est pas des choses additionnelles que JavaScript ne peut pas faire. JavaScript peut le faire aussi, mais de façon différente et beaucoup moins pratique. Donc, rappelez-vous, React n'apporte rien de plus au JavaScript. Il va juste faciliter l'implémentation des composants pour une application complexe. Vous n'aurez pas des choses magiques dans React que vous ne pourrez pas faire avec JavaScript. Tout est possible à faire avec JavaScript puisque de toute façon le navigateur ne reconnaît que du JavaScript. Et s'il ne reconnaît que du JavaScript, c'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir une translation entre votre code React et ce qui va être donné à manger au navigateur ici. Donc pour que React fonctionne dans un premier temps, on a dû installer NPM. NPM en fait, c'est un gestionnaire de dépendances et de librairies. Puisqu'on ne va jamais réinventer la roue quand on va faire React, on va utiliser beaucoup de librairies que des développeurs ont déjà développées. Et pour faire tourner NPM, il faut un serveur Node.js. Donc il faut avoir installé Node.js sur sa machine en développement. Ça apporte des outils de développement comme Babel et Webpack. On va pas beaucoup en parler, mais ce sont des outils qui vont permettre de compiler un code React en JavaScript. Donc React, en fait, pour fonctionner, il va être compilé en JavaScript. Même si React est du JavaScript, mais il y a des petites choses en plus qui font que, à la fin, on a besoin des outils qu'on a installés pour compiler en JavaScript, parce que votre navigateur ne sait pas interpréter votre fichier React tel quel. C'est pas possible. Et donc, ce qui permet de compiler du React en JavaScript, c'est un script qui s'appelle React Script, donc ça fait partie d'un package NPM. Et en fait, c'est Babel, c'est un moteur Babel qui va s'occuper de faire la liaison entre React et JavaScript. Je ne rentre pas trop dans Babel et Webpack. D'ailleurs, ce sont deux compilateurs parce que la configuration est très compliquée. Nous, on utilise plutôt, pour démarrer, l'utilisation de base. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Alors, pour que React fonctionne, il y a un fichier de configuration qui s'appelle le package.json. Et on va retrouver tout plein d'informations par rapport à son application React, et notamment les scripts pour builder le projet. Et donc, React va être transformé en JavaScript normal. Et donc, par exemple, pour faire le build, c'est le script React Script qui sera utilisé pour builder. Donc, voilà, un package NPM. Donc, c'est bien dans la configuration JSON, package.json, qu'on va paramétrer tout notre projet. Nous, on va rester sur l'installation de base. Pour commencer, c'est déjà suffisant. Donc, React va donner JavaScript Vanilla pour être interprété par Firefox grâce à un script React Script Build. Alors, quand le projet est fini et compilé, React devient ça. Donc, le script de build va donner ça, va donner un dossier build avec, à l'intérieur, on va retrouver un dossier image, un dossier statique avec tous nos scripts JS, notre CSS, et à côté de ça, la page d'index, divers logos de paramétrage du site. Voilà. Et les deux fichiers importants, c'est que React, quand il va être compilé, il va créer un fichier JS avec un numéro bizarre.
parce que chaque fois qu'il va être compilé, il aura un nouveau numéro. Ça permet d'avoir des versions automatiques. Et donc en fait, tous les composants qu'on va faire, tout le code React qu'on va faire dans plusieurs fichiers pour décomposer son projet, à la fin sera réuni en un seul fichier, .js, qui sera appelé par le fichier index.html pour être exécuté sur Firefox. Du coup, React, pendant la phase de développement, ça va être très difficile de compiler tout de suite et d'attendre la compilation avant de voir le résultat. Pour cela, on va utiliser un outil qui va compiler en temps réel. Donc React, en fait, à chaque fois qu'on va faire une modification d'un fichier dans React ou d'un composant, ça va être automatiquement compilé par le paquet npm start, donc l'outil Babel ou Webpack qui fait ça automatiquement. Et donc à chaque fois qu'on va faire une modification dans React, hop, ça va être compilé directement. Il va y avoir un rendu en temps réel sur JS. Je vous montre un peu ce que ça fait sur l'ordinateur. Donc là, sur l'ordinateur, comme vous pouvez le constater, si je modifie quelque chose dans React, ici, je vais modifier ce texte-là. Si je sauvegarde, hop, automatiquement, c'est mis à jour dans la fenêtre du navigateur. Alors tout cela est compliqué. Il y a des tonnes de paramétrages, de la compilation, alors qu'on pourrait le faire directement en JavaScript. Pourquoi on ne passe pas par JS directement? Eh bien, on va voir les avantages et les inconvénients entre les deux. Alors déjà, il faut savoir que JS, c'est facile à coder, vous avez les bases, vous gérez les événements. Mais par contre, une fois que vous avez ces bases, quand vous voulez faire une grosse application, ça devient vite fastidieux de gérer tous les événements, toutes les balises dans votre code. C'est vite la jungle en fait. Et si vous êtes sur un gros projet à plusieurs, c'est plus la jungle, c'est l'Amazonie. Donc c'est difficile d'optimiser de grosses applications et difficile de rentrer dans le code du collègue aussi. React, en fait, comme c'est un framework, on va devoir respecter des règles. Ça va être certes une nouvelle façon de coder, donc il va falloir se réhabituer à de nouvelles syntaxes. Mais ça gère le DOM automatiquement. Vous allez voir que les rendus ils vont être faits automatiquement. Et ça va être aussi hyper dynamique et optimisé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème de performance avec React. Par contre, ça demande plus de rigueur et ça demande à connaître un minimum les librairies. Alors j'en reviens à JavaScript Vanilla. React est une couche qui est au-dessus. Et cette couche, on va rentrer en détail, on va voir qu'est-ce qu'est React. C'est pas un fichier, visiblement, c'en est plusieurs. Eh bien, React est composé d'ensemble de modules de librairies que d'autres développeurs ont fait et ont amené dans NPM. C'est composé aussi d'un dossier public. On va retrouver les points d'entrée des sites, hein, la page index.html, les images, etc., etc. Un dossier source où on va avoir les différents composants JavaScript qu'on va utiliser. Et puis des fichiers de configuration comme le package.json, mais il en existe d'autres comme on va pouvoir faire du routage, etc. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Et en gros, tout ça, tout ce qui est React ici en bleu, eh bien, ça va donner ça. Vous avez le dossier Node module, vous avez le dossier public avec un dossier image, le fichier index.html, le logo de React. Vous avez un dossier source avec des composants, les composants de base, le fichier index.js, donc le point d'entrée du code Node que je vous montrerai après, puis le package.json. Et tout ça, React, ce code React, quand il est build, en fait, la page index, pour l'expliquer très simplement, va posséder l'appel des scripts compilés. Donc, une fois que tout ça va être compilé, on a dit que ça allait faire un seul fichier .js, donc il va être appelé dans le head. Et puis, vous aurez une div avec un ID root. Et vous allez comprendre pourquoi. Et il n'y a que ça dans le fichier index.html. Et en fait, le script qui est ici va aller créer les divs et tout le code à l'intérieur de cette div principale et va construire votre application selon les composants que vous avez développés ici qui viennent de vos sources. Donc les composants ici vont être mis ici et tout ça va être transformé donc avec un fichier HTML JavaScript vers Firefox qui peut l'interpréter. Et donc une fois que vous aurez créé votre application et que vous l'aurez buildé, vous mettrez votre fichier HTML et votre script JavaScript compilé sur un serveur. Ça va être appelé par votre navigateur Internet et puis ça va être interprété par le navigateur pour en transcrire une application. Donc là, l'application, hop, est compilée. Il existe deux façons de programmer en React. La version classe, si vous avez l'habitude de programmer en objet, c'est comme ça qu'on fait. Et vous avez la version fonctionnelle, qui est un peu le cheval de bataille que prend React en ce moment, c'est-à-dire qu'ils misent plutôt sur le côté fonctionnel plutôt que sur le côté classe, même si classe fonctionne très bien. C'est pour, je pense, c'est mon avis personnel, se différencier de Angular, qui lui a une philosophie orientée gros projet, classe, voilà. C'est pour que en fait les deux se départagent. Si on doit avoir un projet rapide, startup, un résultat rapide, une équipe rapide, on va prendre React. Si on a besoin de travailler sur une application plus lourde avec beaucoup de composants, beaucoup d'interactions, on a besoin d'une structuration de données très compliquée, on va partir sur de l'Angular. C'est mon avis, chacun aura le sien. Mais voilà, nous, là, je présente React, c'est pour avoir des projets rapides
est tout de suite fonctionnel et simple à mettre en place. Il est évident que c'est pas parce qu'on prend React qu'on peut pas travailler sur un gros projet structuré. Et c'est pas parce qu'on prend Angular qu'on va être pénalisé pour faire un projet de startup. Ça n'a rien à voir. C'est juste une façon de penser, une philosophie à avoir. Le choix reste quand même propre à l'équipe de développement. Donc voilà, chacun sera libre de faire au final ce qu'il veut. Je vais vous montrer deux composants différents. Donc là, vous avez un composant fonctionnel avec une déclaration du composant et un appel. Donc l'appel, vous voyez, le composant ressemble fortement à un composant HTML. React, on va pouvoir créer ses propres composants. Mais attention, ce n'est pas du HTML, c'est-à-dire que ça, en code brut, HTML, ça ne marchera pas forcément. Firefox ne connaît pas votre composant. C'est juste qu'au niveau de l'écriture, il va être écrit comme ça, parce qu'on va développer comme ça, et après, à la compilation, il va être transformé en un code que Firefox comprend. Et dans la classe, on observe le composant. Donc, on va regarder vite fait les différences. Ici, on va commencer par ce qu'on sait faire, la classe. Bien, on déclare une classe ici, et on voit bien que dans la classe, le composant, il a un render, donc un rendu, avec du code qui ressemble à du HTML, mais en fait, c'est du JSX, c'est un mélange de HTML et de JavaScript. C'est pour ça qu'on a des crochets dans du HTML. On verra dans une autre vidéo un peu plus en détail le JSX. Et puis, il a un constructeur avec des paramètres qui sont envoyés à la construction. Je rappelle que le mot-clé super, c'est pour appeler le constructeur du parent. Et puis ensuite, eh bien, comme la programmation objet, les paramètres vont être mis dans l'objet lui-même, donc le this. On va mettre ici une couleur. Alors, le composant ici, c'est juste afficher un texte qui possède une couleur, hein, c'est tout. Voilà. Et donc là, dans le state, dans l'état du composant, le this.state, on va mettre une couleur qui sera arrivée à la construction. Donc quand on appelle la classe, qu'on lui passe le paramètre une couleur bleue, mais en fait le bleu va être mis dans l'état, et quand on va faire un rendu, là la color va être le this.state.color, donc la couleur qu'on avait mis bleu. C'est comme ça qu'on rend un composant de classe. Composant fonctionnel, c'est un peu différent, on va utiliser une fonction, et la fonction en fait va retourner du JSX, va retourner un rendu. Donc on va appeler la fonction et ça va retourner du JSX. Donc dans le JSX, on met la même chose, color. Et en fait, comme on n'a pas ce système d'objet this, eh bien React met en place ce qu'on appelle des hooks, H-O-O-K, des extensions pour que ça puisse fonctionner. Et donc là, on va utiliser le hook qui s'appelle useStates, donc l'utilisation d'un état. Ce hook, en fait, va permettre de déterminer un état, donc une variable. Ici, je détermine une variable couleur. Alors, j'explique en détail, ligne, après, n'ayez pas peur. C'est juste que là, je compare les deux codes, mais après, rassurez-vous, je vais expliquer ligne par ligne ce que ça fait. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est que dans le composant fonctionnel, vous avez un return qui rend le JSX et des hooks qui permettent de travailler sur l'état. Et ça se déclare comme ça, c'est exactement les mêmes appels. Et là, on commence à se dire, un composant possède un rendu, return, et un état, useState. Et ça va être la base, en gros, de React. React, en fait, ça va être des composants qui vont avoir des rendus. Ces rendus sont paramétrables avec des variables, qu'on appelle des variables d'état. Et la magie de React, c'est dès qu'on va aller modifier ces états dans le composant, ça va automatiquement mettre à jour votre composant sur votre page web. Et du coup, ça va rendre l'aspect de votre application très dynamique. Donc l'état, il est ici, c'est grâce au useState. Alors on pourra mettre plusieurs états. Là, j'ai juste mis un état couleur, mais on pourra mettre un état, je sais pas, validé, connecté. Enfin là, c'est l'imagination débordante des développeurs. Et puis vous avez le rendu en JSX qui est là. Donc ça, c'est le minimum. Alors bien sûr, il y a des composants qui font 300 lignes de code avec plein d'états, plein de hooks différents. On va pas tout voir dans cette vidéo, mais il faut se souvenir, pour commencer, que c'est ça la base de React, c'est React pour réactif. Vous modifiez un état et tout de suite, ça va modifier le visuel du composant et ça va le mettre à jour, sans que le développeur ait besoin de bidouiller la mise à jour. C'est pour ça que quand vous avez des composants compliqués, comme la mise à jour est rendue automatiquement et de façon optimisée, ça veut dire que tout ne va pas être rendu, on va rendre juste la partie qui est modifiée par l'état. Ça rend l'application beaucoup plus fluide et beaucoup plus optimisée. Alors on parle d'état. On dit oui, quand on modifie un état, ça modifie la vue, ça modifie le composant, le rendu. Mais comment on modifie un état? Telle est la question. Eh bien en fait, un état, on va le modifier par des actions, des événements. Un événement clique, hop, quand on va cliquer, ça va modifier l'état. C'est ce que je montre ici. En fait, là c'est le même composant que j'ai montré dans la diapo précédente, sauf que je rajoute un bouton et un événement onClick. Alors oui, la syntaxe est différente, je l'expliquerai après dans le code. Mais en gros, quand je vais cliquer sur mon bouton, ça va exécuter changeColor, qui est une fonction
stockée anonymement dans une variable. Donc la variable, elle s'appelle changeColor, mais dedans, je mets une fonction anonyme. Si vous ne connaissez pas la notation double fléchée, c'est que vous ne maîtrisez pas les bases de JavaScript. Donc là, déjà, il faut peut-être se poser des questions et peut-être revoir les bases avant d'avancer plus loin. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vous déclarez une constante, donc une variable qui ne bouge pas. Vous l'appelez Toto. Et comment on met quelque chose dans une variable, c'est avec égal. Et là, en fait, dans égal, je mets une fonction anonyme. Elle n'a pas de nom, puisqu'on n'a pas besoin de lui mettre de nom, puisqu'elle sera stockée dans une variable qui, elle, a un nom. Donc en fait, l'événement onClick, on va lui donner la constante qui possède la fonction. Et du coup, quand React va détecter un clic, il va, hop, exécuter la fonction. Et dans la fonction, qu'est-ce que je fais? Je choisis une couleur. Et pour modifier un état, en fait, on utilise la méthode qui est associée à l'état. Quand vous allez déclarer des états, vous allez dire, par exemple, j'ai un état color, et la méthode pour le modifier, ça sera setColor. Par exemple, j'ai un état, je sais pas, connecté, et la méthode, c'est setConnexion. C'est vous qui choisissez les noms, parce que vous verrez après dans l'explication de code que le hook useState, qui permet justement d'ajouter cette fonctionnalité d'état, ça retourne un tableau avec deux valeurs, une valeur d'état et une méthode qui permet de modifier l'état. Donc en fait, si on veut modifier l'état, on a juste à appeler la méthode setColor. Du coup, c'est ce qu'il fait ici. Il met une nouvelle couleur et il fait setColor et il met la nouvelle couleur dans la couleur. Voilà, donc il passe du rouge au bleu. Et du coup, rien qu'en faisant ça, setColor, new color, et ben React, il va aller modifier ici le composant automatiquement. Il va remettre une couleur rouge ou bleue et à l'écran, vous allez voir dynamiquement la modification en temps réel. Mais c'est pas vous qui allez chercher la div, modifier la couleur, etc. C'est React qui le fait tout seul. Ça, c'est la fonction donc qui change l'état de la couleur. Et ça, c'est l'événement onClick qui appelle changeColor. Donc à chaque fois, quand vous voulez modifier des états, vous aurez des événements qui appellent des fonctions qui, dans ces fonctions, changent l'état. Voilà. On verra après comment il est possible de se passer des variables parce que là, je passe aucun paramètre. Vous avez vu, là, parenthèse, il n'y a aucun paramètre qui vient. C'est pour ne pas trop complexifier le tout dès le départ. On va upgrader un peu nos connaissances. Là, on s'occupe juste d'appeler une fonction qui fait quelque chose. Mais c'est sûr que quand on appelle une fonction, après, on pourra passer des paramètres à cette fonction, etc., etc. Alors bien sûr, ce code est nouveau. Cette façon de penser est nouvelle. N'hésitez pas, quand vous avez des bouts de code, à utiliser ChatGPT, à lui demander pourquoi tu as écrit cette ligne-là, pourquoi tu as écrit ce mot-clé-là, pourquoi tu as mis parenthèse ici. Il va tout vous expliquer dans les détails, même si moi, je vais vous expliquer pas à pas, là, le petit bout de code. Donc déjà, première étape, c'est l'import. Import, en fait, c'est un mot-clé qui va dire qu'on va utiliser la bibliothèque qui est donnée à côté, donc ici, c'est React, du fichier React, from React. Et en fait, cette notation-là, crochet avec une variable, c'est une notation propre à JavaScript, donc pareil, bien revoir les bases et les astuces de JavaScript permet de mieux appréhender React. Donc quand vous avez crochet et des variables comme ça, c'est la décomposition d'un objet. C'est-à-dire que vous prenez un objet, par exemple ici j'ai l'objet personne, qui possède un nom et un âge, avec une valeur. Et bien si je prends cette personne et que je déclare comme ceci, donc je fais crochet, les paramètres 1, le paramètre 2 et crochet, égale personne, et bien en fait, les propriétés du personnage, de la personne, vont être mises dans name et dans âge. Et du coup, je vais avoir une variable name que je vais pouvoir utiliser, et une variable âge que je vais pouvoir utiliser. Ça évite d'aller rechercher à chaque fois dans l'objet le nom de la propriété ou dans le tableau. Voilà. Il y a exactement la même chose avec le tableau, mais sauf qu'on met plus les crochets, mais on met les accolades. Enfin, qu'on met plus les accolades, mais on met les crochets. Donc quand c'est les accolades comme ceci, c'est pour un objet, et quand c'est des crochets, donc quand c'est comme ça, c'est la déstructuration d'un tableau. Vous, ça va vous paraître obscur, mais ça permet de faciliter le code pour qu'il y ait Le but, c'est d'avoir de moins en moins de lignes de code. Donc en gros, ce qu'il fait là, en fait, il dit dans la librairie React, en fait, je ne vais prendre en gros que useStates. Du coup, useStates, il va être réutilisé ici en méthode. Ça va être une fonction. Et du coup, en 2 lignes, voilà, on récupère quelque chose d'un objet et on l'utilise. On n'est pas obligé de faire objet.propriété, mettre ça dans une fonction, appeler la fonction, etc. C'est un raccourci. Ok, donc ici useState va décomposer l'objet React et n'utiliser que la fonction useStates, qui est ici, qu'on va utiliser juste après. Alors, deuxième ligne. Ici, const, c'est un mot-clé qui permet de déclarer une constante. Une constante, c'est une variable qui ne bouge pas. Et donc, déclarer une variable, normalement, on fait let Toto pour déclarer une variable, et pour une constante, on va faire const et titi. Voilà comment on déclare une fonction. Si je lui mets une valeur par défaut, égale 1 ou égale 1. Je lui mets une valeur dans ma variable. Et bien là, c'est ce qui se passe. Ici, on va mettre tout ça, hop, tout ça va rentrer dans la variable function component. Ici, la constante portera le nom functional component. Alors j'aurais pu l'appeler Toto. C'est pareil, c'est un nom de variable.
c'est le nom du composant ici, et sera ni un objet, donc une variable qui n'est ni un objet, ni un tableau, mais ça sera une fonction. Parce que quand je déclare une variable, var a égale 1, je peux faire var b égale un tableau, je peux faire var c égale un objet, mais je peux faire var d égale une fonction anonyme, avec ici des paramètres et ici le code de la fonction. La flèche, ici, la flèche que vous retrouvez ici, en gros, c'est un raccourci pour créer une fonction anonyme, pour déclarer une fonction anonyme. Normalement, une fonction anonyme, on le déclare comme ça, function, nom de la fonction anonyme, paramètre, crochet, return, machin. Avec la double flèche, on fait paramètre, double flèche et le code de la fonction. Voilà, c'est un raccourci. Ça permet d'aller plus vite. Encore une fois, c'est une fonctionnalité de base de JavaScript pour optimiser le code au niveau de l'écriture. Alors, maintenant, on parle de useStates, c'est l'état. Le useState, c'est un hook et on verra qu'il en existe plusieurs dans React pour les composants fonctionnels. Donc useState, c'est un hook qu'on va charger ici et qu'on va utiliser. C'est un hook qui permet de gérer un état. Donc quand j'appelle la méthode useState et que je lui balance une valeur, en gros, il va aller il va retourner quelque chose. Parce que là, j'appelle une fonction et je lui mets une valeur. Ça va appeler quoi? La fonction useState, elle va retourner un tableau. Donc le tableau, il est ici. Un tableau comme ça, avec deux valeurs. La première, c'est la valeur de l'état. Donc ici, couleur, si j'ai mis bleu, je vais avoir bleu. D'accord? Et useState retourne à chaque fois un tableau de deux choses. Un, la valeur de l'état, que j'ai initialisé ici en premier. Et la fonction qui modifie cet état. Donc une fonction anonyme. Et donc, quand je déclare constante color setColor, en fait, c'est pareil, c'est la déstructuration d'un tableau. Donc en fait, dans color ici, je vais avoir la couleur par défaut. Et setColor, ça va devenir ma méthode. Donc ça va être setColor. Et color, ça va être ça. Donc je vais me retrouver avec color, la variable d'état, donc la valeur de mon état. Et setColor, ça va être la méthode qui permet de changer cet état. Donc voilà comment on déclare l'état d'un composant. Là, je l'ai fait que pour la couleur, mais je peux en inventer 36. À chaque fois que je fais const, crochet, le nom d'une variable, virgule, le nom d'une fonction, fin du crochet, égale useState, et par défaut, je peux mettre nul, je peux mettre toto, je peux mettre ce que je veux. Je vais avoir un nouvel état qui portera le nom de cette variable et une méthode pour le modifier. Ici, useStateColor va initialiser la couleur à la couleur passée en paramètre de la fonction anonyme stockée dans FunctionComponent. Donc comme FunctionComponent ici, c'est toute cette fonction-là, je lui passe en paramètre ici une couleur, je vais lui appeler bleu. Donc en fait, c'est ce qui passe ici. Le composant, je l'appelle avec une propriété, je lui mets une valeur. La valeur, c'est red. Donc red ici va être ici, il va être ici, et du coup, il va devenir ici. J'aurai donc un composant rouge par défaut. C'est-à-dire que quand je vais afficher le return et que je vais mettre le style, je vais avoir du red ici. Ok? Tout ça va être rouge. Et je rappelle que const crochet color setColor, c'est la déstructuration d'un tableau. C'est pareil, c'est un raccourci. C'est pour éviter d'avoir tab de quelque chose égale useState et après être obligé de faire tab de 0, c'est le machin. Tab de 0, ça serait la couleur. Donc là, c'est plus facile de déstructurer en nom de variable et utiliser après la variable que d'être obligé d'un moment d'écrire tab de 0. Il est évident que tab de 0, ça possède la couleur, parce que ça retourne un tableau, donc à l'indice 0, j'ai la valeur de l'état. Mais c'est plus sympa en code d'avoir le nom d'une variable plutôt que d'accéder à son indice de tableau. Voilà, ça sert juste à ça. Si vous ne maîtrisez pas cette notion, je vous invite à vous entraîner, à essayer de bien la comprendre parce que la structuration d'objets avec les accolades et la structuration de tableaux avec les crochets, on l'utilise une ligne sur deux dans React, puis dans JavaScript avancé aussi. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle une fonction anonyme qu'on va stocker dans une constante qui s'appelle changeColor. La fonction anonyme, elle est déclarée par parenthèse, parenthèse, double flèche, crochet, crochet. Elle n'entend pas de paramètres. Ici, normalement, on aurait pu rajouter des paramètres qui auraient pu être utilisés ici. Si ici, par exemple, j'avais le paramètre parenthèse toto, j'aurais pu ici avoir toto. Et changeColor, j'aurais dû lui passer toto. On peut passer des paramètres à une fonction. Mais ça, on verra dans une autre vidéo. On ne va pas complexifier tout de suite. Et cette fonction, changeColor, elle va utiliser la méthode setColor ici. setColor est maintenant accessible par son nom car elle était sortie du tableau avec constColor setColor. Donc maintenant, on peut utiliser, vous voyez, useState. Si vous avez bien compris, useState, un hook qui renvoie un état, une valeur d'état et la fonction qui permet de la modifier. Grâce à cette ligne, on lui donne un nom. Donc color sera le nom de l'état et setColor,
ça sera la méthode qui permette de modifier l'état, et bien maintenant je peux aller appeler setColor et lui passer un nouvel état, donc une nouvelle couleur. Et après, React fera sa tambouille, il va tout mettre à jour sur son composant. Nouvelle condition. Ici dans le code, c'est une condition, alors on pourrait le simplifier comme ceci. C'est if couleur égale red, si c'est oui, alors je retourne bleu, si c'est faux, je retourne rouge. Et tout ça, je l'envoie dans newColor. Donc newColor, en fait, ça va avoir bleu si c'était rouge, ou rouge si c'était autre chose que rouge. Autre chose, non, pardon. NewColor, ça va être égal à bleu si c'était rouge, et rouge si c'était autre chose que rouge. Voilà, ça permet de revenir à l'état rouge quand c'était une autre couleur. Et si c'est rouge, ça permet de passer au bleu. Et en fait, l'écriture ici en une ligne, elle est écrite normalement à if color égale red, premier cas, new color égale blue, else, crochet, crochet, new color égale red. En fait, tout ça, ça va être transformé en la condition, point d'interrogation, c'est vrai ou faux, et tout ça, je le mets dans new color. Donc si c'est vrai, le vrai va être dans new color, si c'est faux, le faux va aller dans new color. Du coup, new color va avoir la valeur soit blue si c'est vrai, ça va être là et ensuite là, ou soit red, ça va être là et ensuite là. Donc du coup, setColor, ici, va charger la nouvelle couleur et React va faire son changement de composant et voilà. Ici, du coup, la couleur dans le rendu, ici, c'est la couleur qui est ici, c'est la couleur de l'état, elle a été modifiée par la méthode setColor et du coup, on aura du bleu. Return dans un composant, c'est le visuel, c'est le rendu visuel qui va être sorti. Alors ça ressemble à du HTML, mais c'est pas du HTML, c'est du JSX. Et la particularité du JSX, c'est doit être dans une balise parente, ouverte et fermée. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce n'est pas du HTML, donc c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des crochets bizarres. Je rentre pas dans la définition du JSX. On va adapter une troisième vidéo sur justement les rendus des composants avec justement le JSX. Mais juste se souvenir que c'est un mélange de HTML, JavaScript qui permet de façon plus sympa de faire du HTML. Enfin, l'événement onClick, c'est comme ça que React appelle un événement, comme en JavaScript, hein. Sauf qu'ici, on va lui donner le nom de la variable qui possède la fonction qui va être exécutée. Donc changeColor, on rappelle que c'est cette constante ici, et elle possède, parce qu'il y a une égalité, elle possède une fonction anonyme. Donc changeColor ici, à l'intérieur de ce truc-là, il y a une fonction anonyme qui va être appelée. Donc en fait, React, dès qu'il voit ça, onClick, il va aller exécuter la fonction de changement de couleur. Donc en gros, dès qu'on va cliquer sur le bouton, la couleur du composant va changer automatiquement. Donc généralement, c'est le nom de l'événement égale le nom de la constante qui possède la fonction qui sera appelée, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a écrit son composant, donc on a importé les modules nécessaires, on a créé son composant, on a fait le rendu, on a fait les méthodes qui permettent de changer l'état, on a géré les états, eh bien on va exporter ici la fonction pour qu'elle soit utilisable dans d'autres fichiers de notre projet, tout simplement. Et export défaut, ça veut dire qu'elle possède par défaut le nom functional component, mais il est possible, quand on l'importe dans un autre fichier, de lui changer le nom pour avoir un autre nom de composant. Ça rend l'utilisation libre selon les développeurs. Du coup, moi j'ai déclaré un functional component. J'aurais pu l'appeler TotoComponent ou texte couleur, voilà. Et je peux lui changer de nom pour l'utiliser ailleurs. Donc là, je l'ai appelé myComposant. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter. Normalement, si vous avez les bases de JavaScript, ça a dû être beaucoup plus simple parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. C'est juste qu'on utilise toutes les astuces de JavaScript pour optimiser au mieux son code. Voilà, il y a juste la logique à comprendre de React, les états, le rendu, les appels des méthodes de changement d'état. Pour l'instant, c'est tout. Et bien maintenant, du coup, on va se lancer. C'est parti. Donc au niveau de la pratique, on va reprendre ce qu'on avait dit dans la première vidéo pour démarrer un projet neuf pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Donc très vite, je reviens sur les bases de la première vidéo. On fait Open Folder. On va aller chercher un dossier de travail. Donc moi, c'est React Test 1. Il ne faut absolument pas mettre de majuscules dans son nom de dossier parce qu'avec la commande React, le dossier de projet n'accepte pas les majuscules. Donc on va faire Open Folder. On va pouvoir démarrer le Git repository, donc initialiser le dépôt, pour pouvoir avoir Git. Et on va lancer sa première commande, new terminal, pour créer un projet React. Donc bien sûr, avant, dans la vidéo 1, je rappelle qu'il faut lancer avant l'installation de Node.js et de NPM. La commande est la suivante. Node.js create application et le nom du projet. Moi, je veux installer le projet dans le dossier courant sur lequel je suis sur Node.js, donc je mets un point. Je lance l'installation. Cela prend un peu de temps.
il va créer tous les fichiers qui sont nécessaires à l'installation d'un projet React, donc le package.json. Il va y avoir le dossier source, les nodes modules, la copie de tout ce qu'il faut pour un projet. Ça prend un peu de temps, mais heureusement, il faut le faire qu'une seule fois par projet. Tous les dossiers ont été créés. Comme vous pouvez le constater, ils sont en vert parce que Git considère qu'ils sont nouveaux. Donc on a bien un dossier public avec notre fichier index.html, c'est le point d'entrée du site, avec le head, avec le titre, et la div root qui est la div principale. Et puis, dans un autre dossier, on aura les sources avec tous les composants. Donc le composant principal, c'est app.js, et c'est celui qui est lancé par défaut. Donc on retrouve la structure d'un composant avec une fonction qui retourne du JSX, donc un mélange de HTML et de JavaScript. Alors pourquoi c'est le composant app.js qui est exécuté en premier? Parce que le point d'entrée de React, c'est index.js. Et on remarque que ici, il va chercher en gros la div root, d'accord? Et il va aller créer son premier composant qui est le composant app. Donc si moi je veux créer un nouveau composant, je vais le mettre à la place de app. On va lancer un nouveau terminal, donc un new terminal ici, pour lancer justement le React en mode développement. Donc la commande c'est npm start et il va nous lancer un serveur qui va s'exécuter et qui va nous permettre de voir le résultat de notre page. Une fois que la commande est terminée, il a normalement créé un serveur à votre adresse localhost sur le port 3000 ou sur votre IP de réseau. Donc il suffit de cliquer sur l'IP pour ouvrir le résultat et donc voici mon résultat. Dans le dossier public index, hein, c'est ce qui est lancé ici. C'est pour ça que dans le titre de ma fenêtre React Application, j'ai React Application. Si ici par exemple dans le titre HTML je mets coucou Toto et que je sauvegarde, ici ma page c'est bien coucou Toto. Donc c'est bien cette page index qui est appelée. Et cette page index, elle ne fait rien, elle fait juste id root. Et en fait React, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter le fichier index.js, il va aller chercher la div root. C'est pour ça que si vous ne la mettez pas, ça ne marche plus. Et il va faire un render sur root pour afficher son premier composant qui est le composant app. Le composant app de base ne fait pas grand chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau composant. Mais pour vérifier que ça marche, je peux modifier le composant app et voir qu'il y a en temps réel une modification. Donc là, par exemple, ici, je vais écrire coucou. Et si je sauvegarde, j'ai bien une mise à jour ici automatique de mon navigateur. Donc là, je suis bien en train de modifier un composant. Maintenant, on va créer notre premier composant, ce fameux composant qui affiche un texte avec un petit bouton qui change de couleur. Pour cela, on va devoir créer un dossier composant. Parce que si on le met là, on va vite être embêté. Du coup, on va créer un dossier, on va l'appeler composant. Okay. Et dans ce dossier composant, on va créer un fichier .js et on va l'appeler code composant.js. Donc voici mon composant. Dans le code, on va mettre les lignes qu'on a récupérées dans le cours de tout à l'heure. Les lignes sont les suivantes. On reprend toutes les lignes qu'on a mis et on a bien créé notre composant. Maintenant, notre composant est créé, mais il n'est pas du tout intégré à notre solution, puisqu'il est dans un fichier que personne ne connaît, c'est moi qui l'ai créé dans un dossier qui a été créé. Du coup, on va l'importer dans notre application. Ici, on va importer notre composant. Donc, on va importer notre composant qui s'appelle Julien Code Composant. Alors, je vais lui changer de nom. Ici, je vais mettre Julien Code Composant, pas avoir de problème. Et dans l'index, on va faire import de Julien Code Composant from, et là, on va aller chercher dans le dossier. Donc, c'est le dossier principal, le dossier composant, et je pars de index, donc le dossier composant est à côté du fichier index, donc c'est pour ça que je peux mettre ./composant, et le fichier, c'est Julien Code Composant. Il me le souligne en jaune. Le jaune, quand c'est souligné en jaune, c'est un avertissement. Au niveau des extensions dans VS Code, j'ai mis les extensions propres à JavaScript, donc JavaScript ES6, Node.js Module, NPM IntelliSense, Pass IntelliSense, React Native Tools. Voilà, donc essayez de repérer celles que j'ai et vous pouvez les installer aussi. Et donc il me souligne que Julien Code Composant est déclaré, mais il n'est jamais utilisé, c'est normal, on ne l'a pas utilisé. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est plutôt que d'utiliser le composant app, je vais appeler le composant. Donc, le composant, il s'appelle Julien Code Composant. Et quand on regarde le code ici, il attend une propriété ici. Il attend une couleur. Enfin, le nom couleur. Après, on peut lui passer Toto, mais il attend une couleur. Donc, en fait, ici, couleur, je veux dire que c'était égal. Et là, je vais lui passer red pour couleur par défaut. J'ai sauvegardé. Et là, mon composant vient de se charger. Il a mis red. Si je mets yellow, sauvegarde, il va être jaune, ok. Et en fait, si je clique dessus, eh bien, il va repasser à rouge, puis bleu, puis rouge, puis bleu.
Parce que le code dit que quand je clique ici, donc sur le bouton hein, change color, on ne le voit pas parce que en fait c'est React qui est derrière. En fait React il a dû faire un add event listener sur ce bouton du DOM, donc c'est propre à JavaScript, on ne le voit pas directement. Mais quand je clique dessus, la méthode change color est exécutée, donc c'est la méthode qui est ici. On va comparer color, donc color qui est du coup l'état du composant. Donc s'il est égal à rouge, alors il va devenir bleu. Le new color va être bleu parce que set color c'est la méthode qui permet de changer l'état. Si c'est rouge, on passe à bleu. Et si ce n'est pas rouge, donc si c'est différent, on passe à rouge. Donc quand c'était jaune, c'est passé à rouge. Et puis ensuite, ça passe du bleu au rouge. Et vous voyez, le composant change de couleur automatiquement. Voilà. Et ça, bon là, c'est un exemple très bateau. C'est vrai qu'on pourrait faire la même chose en JavaScript, ça irait aussi vite. Sauf que vous doutez bien que sur des composants très compliqués, et l'idée c'est de mettre des composants dans des composants et composer sa page de composants, on arrive à des rendus qui sont hyper compliqués. Et du coup, React, lui, va gérer et optimiser le changement sans que ça rame, en fait, sans tout recharger. Si bien que dans une application, par exemple, c'est Facebook hein, qui utilise React parce que c'est l'inventeur. Quand vous allez sur votre application, c'est React qui permet la mise à jour en temps réel du flux infini, là, sans que ça recharge toute la page. Donc en fait, il se passe des choses, mais ça ne recharge pas toute la page. Ce sont que les composants qui s'affichent et qui se modifient. Donc voilà en gros la force de React, et surtout voilà votre premier composant. Maintenant que vous avez vu la démonstration, on va passer à l'exercice 28. Vous allez créer votre premier composant. Alors normalement, le 1 a été fait ensemble, hein, qui affiche un texte de couleur, sauf que là je veux que c'est quand on survole le texte pour voir si vous maîtrisez les différents événements JavaScript. Donc c'est pas au clic, mais c'est au survol. Donc je vous laisse chercher le type d'événement. Et puis ensuite, vous allez modifier l'algo pour faire en sorte que la couleur change aléatoirement et ça soit ce format comme ça. En gros, ça doit faire color dièse 7 1 0 0 1 1 par exemple. Donc là, l'idée dans l'exercice, c'est modifier un peu l'algo ici, très simplement, pour que quand je change la couleur, ça soit plus rouge ou bleu. Donc c'est plus une condition binaire ou vrai ou faux, rouge ou bleu. C'est une couleur, vous faites intervenir une couleur aléatoire que vous construisez avec dièse, rouge, vert et bleu. Si vous utilisez ChatGPT, c'est OK pour moi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne pourra pas vérifier. C'est un formidable outil pour apprendre à développer, mais dans ce cas-là, il faut bien l'utiliser. C'est-à-dire que vous devez avoir des prompts clairs pour pas qu'ils partent dans des délires. L'astuce, c'est que si jamais ça ne marche pas du premier coup et que vous lui demandez de corriger et qu'au bout de 20 minutes, vous êtes toujours en train de... vous pouvez tout supprimer. C'est que vous êtes parti dans un nuage artistique où vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut avoir l'intelligence de dire, bon là, ça va pas, je recommence. Et surtout, si vous avez un code qui fonctionne, c'est-à-dire vous avez réussi à intégrer le code dans votre exercice pour que ça fonctionne, vous devez comprendre et expliquer chaque ligne de code, chaque mot-clé du code. C'est-à-dire que à un moment donné, je sais pas, vous avez copié, collé un code, par exemple celui-ci. Bon, ça, on l'a expliqué ensemble. Et à un moment, vous voyez ça. Bien, moi, je suis capable de vous dire pourquoi tu as mis 2 crochets ici. Si vous n'êtes pas capable de me dire, je sais pas. Si vous n'avez pas compris en fait ce que ChatGPT a fait, ça sert vraiment à rien. Si vous avez un code qui fonctionne, vous devez le lire, vous devez essayer de comprendre tout ce qui semble évident pour vous. C'est-à-dire que vous êtes sûr à 100% ce que c'est, ok. Si vous savez pas trop, genre je crois que c'est ça, si vous dans votre tête vous dites je crois que c'est ça, c'est que vous savez pas. Et dans ce cas-là, vous demandez à ChatGPT pourquoi tu as mis des crochets à cette ligne-là, et il va te l'expliquer. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est sans doute l'une des plus compliquées parce que on part de quelque chose de tout à fait nouveau avec des bases. Donc si les bases sont pas solides déjà, c'est compliqué. Mais une fois qu'on aura compris cette notion React, on va pouvoir monter très vite en compétences. Une fois qu'on a compris comment faire un composant, on peut en faire 10 000. La difficulté après, vous verrez, c'est comment on s'en sort pour faire remonter des variables à d'autres composants, comment un composant peut en modifier un autre automatiquement et tout ça. Ou ça va être une dynamique React où il va falloir un peu plus se prendre la tête, mais déjà, voilà. La prochaine fois, on essaiera de comprendre un peu ce qu'est le JSX pour pouvoir avoir des rendus propres et pouvoir intégrer cette notion de un peu de JavaScript dans du HTML automatiquement. J'avoue que ça, c'est pas forcément facile au départ, mais grâce à cette 3e vidéo, j'espère qu'on aura l'esprit un peu plus clair là-dessus. À bientôt.